Le trésor perdu de Sainte-Hélène. Les lettres de l'empereur. Le soleil couchant embrasait les falaises escarpées de Sainte-Hélène, projetant des ombres démesurées sur les murs jaunis des archives coloniales. Docteur. Sophie Deschamps se tenait penchée sur une table en bois usé, ses doigts gantés effleurant délicatement une collection de lettres vieilles de 2 siècles. L'air était lourd, chargé de poussière et de secrets, tandis que le ventilateur au plafond brassait paresseusement l'atmosphère tropicale. Regardez cette série de marques dans la marge, murmura-t-elle, son cœur battant plus fort à chaque nouvelle découverte. Ce ne sont pas de simples gribouillages d'un empereur en exil. Il y a un motif qui se répète. Pierre Lefebvre, son collègue historien, s'approcha silencieusement. La lumière dorée qui filtrait à travers les persiennes créait des rayons poudreux dans lesquels dansaient des particules de poussière sanguinaire. Il ajusta ses lunettes rondes sur son nez aquilin, plissant les yeux pour mieux observer les détails que Sophie lui montrait. Ces marques, dit-il en se penchant davantage, elles apparaissent systématiquement sur toutes les lettres datées de 1820, l'année précédant sa mort. Ses doigts suivirent les contours d'un symbole particulièrement intrigant. Napoléon était connu pour utiliser des codes dans sa correspondance personnelle, mais ceux-ci sont différents de tout ce que j'ai pu voir auparavant. Marie-Claire Dubois, qui examinait les étagères environnantes, s'approcha d'un pas vif, ses bottes résonnant sur le plancher en bois. La jeune géologue portait encore sa tenue de terrain, témoignage de sa matinée passée à explorer les formations rocheuses de l'île. Elle sortit de sa poche un médaillon en bronze terni qu'elle tenait toujours près d'elle, héritage mystérieux de son arrière-grand-père. Ces motifs, dit-elle en pointant du doigt une série de traits particuliers, ils me rappellent étrangement les formations géologiques que j'ai observées ce matin dans la partie nord de l'île. Regardez cette séquence, on dirait une carte stylisée des falaises principales. Sophie sentit son pouce accélérer. Après 15 ans de recherche sur Napoléon, après des centaines d'heures passées à étudier chaque fragment de sa vie en exil, était-il possible qu'ils aient enfin trouvé quelque chose de significatif? Elle repoussa une mèche de cheveux bruns derrière son oreille, un geste qu'elle faisait toujours quand elle était sur le point de faire une découverte importante. La légende du trésor de Sainte-Hélène a toujours été considérée comme une chimère par la communauté historique, commença-t-elle, sa voix trahissant son excitation grandissante. Mais pensez Napoléon savait qu'il était surveillé en permanence. Chaque lettre qu'il écrivait était lue par ses geôliers britanniques. Il lui fallait un moyen de communiquer des informations sensibles sans éveiller les soupçons. Pierre sortit un petit carnet de cuir de sa sacoche et commença à prendre des notes frénétiques. Les archives mentionnent que pendant ces derniers mois, Napoléon passait des heures à écrire dans son bureau à Longwood House. Les Britanniques pensaient qu'il rédigeait ses mémoires. Mais s'il faisait autre chose, compléta Marie-Claire, ses yeux verts brillants d'excitation. S'il élaborait un système complexe pour transmettre l'emplacement de quelque chose? Sophie déplaça délicatement les lettres sur la table, les arrangeant chronologiquement. Une fois alignées, les marques dans les marges semblaient former un motif plus large, comme les pièces d'un puzzle. Elle sortit son appareil photo et commença à photographier méthodiquement chaque document, s'assurant de capturer les moindres détails. Le silence fut soudain rompu par le grincement de la porte d'entrée des archives. Les 3 chercheurs se figèrent instantanément. Le conservateur leur avait assuré qu'il serait seul jusqu'à la fermeture, dans 2 heures. Ce doit être Elmer Jenkins qui fait sa ronde, murmura Pierre, mais son ton manquait de conviction. Des bruits de pas lents et mesurés résonnèrent dans le corridor principal. Sophie commença rapidement à ranger les lettres dans leur dossier de conservation, ses mains tremblant légèrement. Elle ne pouvait pas risquer que quelqu'un d'autre voie ce qu'il venait de découvrir, pas maintenant. Marie-Claire s'approcha silencieusement de la porte et jeta un coup d'œil dans le corridor. Elle revint vers ses collègues, le visage tendu. « Ce n'est pas le conservateur, chuchota-t-elle. 2 hommes en costume sombre. Ils regardent systématiquement dans chaque pièce. » Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Depuis le début de leur recherche, elle avait toujours eu l'impression d'être observée, suivie même. Des détails insignifiants prenaient soudain une nouvelle dimension, les appels manqués d'un numéro inconnu, les emails étranges, cette voiture noire qui semblait apparaître trop souvent près de son hôtel. Pierre sortit une clé USB de sa poche et la tendit à Sophie. « Prenez ça, dit-il d'une voix basse mais ferme. J'ai numérisé une partie des archives personnelles de ma famille, des documents qui pourraient être liés à tout ceci. Je voulais attendre le bon moment pour vous en parler, mais... » Les pas se rapprochaient inexorablement de leur salle. Sophie glissa rapidement la clé USB dans sa poche, son esprit tournant à toute vitesse pour trouver une solution. Marie-Claire, toujours près de la porte,
leur fit signe de se taire. Elle sortit son téléphone et, d'un geste rapide, activa l'enregistreur vocal. Quoi qu'il arrive dans les prochaines minutes, il y aurait une trace. La poignée de la porte commença à tourner lentement. Sophie regardait fixement les lettres de Napoléon sur la table, ces précieux documents qui pourraient contenir la clé d'un mystère vieux de 2 siècles. Dans ces derniers instants de calme, une pensée la frappa, son père, historien lui aussi, avait passé sa vie à chercher ce trésor, ruinant sa réputation et celle de leur famille dans cette quête que tous jugeaient futile. Maintenant, elle était peut-être sur le point de prouver qu'il avait eu raison depuis le début. La porte s'ouvrit en grinçant. « Bonsoir », dit une voix grave avec un léger accent qu'elle ne put identifier. « Je crois que nous avons beaucoup à nous dire au sujet de l'empereur et de son héritage. » Dans le silence qui suivit, le ventilateur au plafond continuait son mouvement hypnotique, projetant des ombres dansantes sur les murs chargés d'histoire. Le soleil avait presque disparu derrière l'horizon, plongeant la pièce dans une pénombre croissante. L'aventure qui allait changer leur vie venait de commencer. Sophie Deschamps, fille d'un historien déchu, se redressa lentement. Elle était prête à affronter ce qui allait suivre, prête à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Les secrets de Napoléon avaient attendu 200 ans. Leur temps était venu. Les secrets de Longwood House. L'aube se levait à peine sur Sainte-Hélène lorsque Sophie Deschamps, Pierre Lefebvre et Marie-Claire Dubois se tenaient devant Longwood House. La demeure historique, dernière résidence de Napoléon Bonaparte, se dressait, austère et mélancolique, contre le ciel violacé du petit matin. Les événements de la veille aux archives coloniales avaient confirmé leurs soupçons, ils n'étaient pas les seuls à la recherche des secrets de l'empereur. L'homme à l'accent mystérieux qui les avait surpris s'était présenté comme le docteur Victor Kovács, un prétendu historien hongrois spécialisé dans l'époque napoléonienne. Mais son comportement et ses questions précises sur leur découverte avaient éveillé leur méfiance. Ils avaient réussi à éviter de révéler l'essentiel de leurs trouvailles, prétextant une simple recherche académique sur les habitudes d'écriture de Napoléon en exil. La restauration est remarquable, murmura Sophie, observant la façade de la maison coloniale. Mais les proportions originales ont été préservées. Elle sortit de sa sacoche les photographies des lettres codées, les comparant avec la structure du bâtiment. Regardez ces marques particulières dans la marge, elles pourraient correspondre aux dimensions de certaines pièces. Pierre ajusta ses lunettes, son visage trahissant une certaine nervosité. Depuis leur rencontre avec Kovács, il semblait porter un fardeau supplémentaire, comme si la clé USB qu'il avait confiée à Sophie n'était que la partie émergée d'un secret plus profond. Le bureau personnel de l'empereur se trouve à l'étage, dit-il, consultant ses notes. C'est là qu'il passait la majorité de son temps durant ces derniers mois. Il hésita un instant avant d'ajouter, les lettres mentionnent spécifiquement cette pièce dans un contexte particulier. Marie-Claire, qui avait fait le tour du bâtiment pour examiner ses fondations, revint vers eux. La structure géologique sous la maison est fascinante, dit-elle, son médaillon d'héritage brillant faiblement dans la lumière matinale. Il y a des formations naturelles qui pourraient abriter des cavités souterraines. Les colons britanniques n'en avaient probablement aucune idée lors de la construction. Le conservateur du site, Emertonson, un Britannique d'une 60aine d'années au visage bienveillant, vint les accueillir. Il avait accepté d'ouvrir le site plus tôt que d'habitude pour leur permettre d'effectuer leurs recherches en toute tranquillité. Tout est comme vous l'avez demandé, docteur Deschamps, dit-il en déverrouillant la porte principale. Vous aurez 2 heures avant l'arrivée des premiers visiteurs. Il marqua une pause avant d'ajouter, un autre chercheur a demandé l'accès ce matin, un certain docteur Kovács. J'ai pensé que vous voudriez le savoir. Sophie échangea un regard inquiet avec ses collègues. Il devait faire vite. L'intérieur de Longwood House était imprégné d'une atmosphère particulière, comme si les murs eux-mêmes gardaient l'empreinte des derniers jours de l'empereur déchu. Les 3 chercheurs montèrent l'escalier principal, leurs pas résonnant sur les marches en bois. Le bureau de Napoléon les attendait. La pièce était plus petite que ce que Sophie avait imaginé, mais baignée d'une lumière naturelle grâce à 3 grandes fenêtres donnant sur les collines verdoyantes de l'île. Le mobilier d'époque, minutieusement restauré, incluait le bureau massif où l'empereur avait passé d'innombrables heures à écrire. C'est ici qu'il a rédigé toutes ces lettres, dit Sophie, sortant les photographies. Chaque marque, chaque symbole a été tracé dans cette pièce. Marie-Claire commença immédiatement son inspection méthodique des murs et du plancher, ses doigts experts détectant les moindres irrégularités. Pierre, quant à lui, semblait absorbé par l'examen des boiseries anciennes. Ces panneaux, dit-il soudain, ils ne sont pas d'origine. Il tapota doucement l'un d'eux, produisant un son légèrement creux.
La technique de menuiserie est différente du reste de la pièce. Sophie s'approcha rapidement, son cœur battant plus fort. Elle sortit les lettres codées et les disposa sur le bureau de Napoléon. Les marques, elles forment une sorte de schéma qui pourrait correspondre à l'agencement de ces panneaux. Marie-Claire s'agenouilla près du mur, son médaillon se balançant devant elle. Soudain, elle se figea. Le motif sur mon médaillon, murmura-t-elle. Il ressemble étrangement à ces marques sur le panneau. Pierre sortit son carnet usé de sa sacoche, ses mains tremblant légèrement. Il y a quelque chose que je dois vous dire, dit-il, une note d'urgence dans la voix. Sur ma véritable identité, et sur ce carnet. Mais avant qu'il puisse continuer, un bruit de pas dans le corridor les fit tous sursauter. La voix maintenant familière du docteur Kovacs résonna dans le couloir, accompagnée d'autres voix qu'il ne connaissait pas. Vite, chuchota Sophie, rassemblant rapidement les lettres. Marie-Claire, continue d'examiner ce panneau. Pierre, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Le visage de Pierre était pâle dans la lumière matinale. Ce carnet appartenait à mon arrière-grand-père, dit-il rapidement. Il contient des informations sur le trésor de Napoléon, transmises de génération en génération dans ma famille, parce que nous. Un craquement sonore l'interrompit. Marie-Claire, qui avait continué à manipuler le panneau, avait déclenché quelque chose. Le bois ancien gémit, révélant un espace sombre derrière la boiserie. Les pas se rapprochaient inexorablement. Il y a quelque chose là-dedans, murmura Marie-Claire, glissant sa main dans l'ouverture. Elle en retira un petit coffret métallique, terni par le temps mais intact. Sophie pouvait entendre les voix juste devant la porte du bureau maintenant. Elle regarda Pierre, dont le visage reflétait un conflit intérieur intense. Mon vrai nom, dit-il dans un souffle, est Pierre Bonaparte. Ma famille a protégé ses secrets pendant 2 siècles, mais maintenant. La porte du bureau commença à s'ouvrir. Marie-Claire serra le coffret contre elle, son médaillon brillant étrangement dans la lumière du matin. Sophie tenait fermement les lettres codées, son esprit tournant à toute vitesse pour trouver une issue. Et Pierre, ou plutôt Pierre Bonaparte, se tenait entre elle et la porte, comme un gardien d'un secret bien plus grand que tous. Dans ces dernières secondes de calme avant la tempête, Sophie réalisa que leur quête venait de prendre un tournant radical. Ce n'était plus simplement une recherche historique. C'était une course contre la montre, contre des adversaires inconnus, pour découvrir un secret qui avait survécu à 2 siècles de silence. La porte s'ouvrit complètement, révélant Dr Kovacs et 2 hommes en costume sombre. Le soleil matinal créait des ombres allongées sur le plancher ancien, comme des barreaux d'une prison invisible. Eh bien, dit Kovacs avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, il semble que nous ayons tous quelques explications à donner. L'héritage des Bonaparte. Le silence qui suivit la révélation de Pierre était assourdissant. Dans le bureau historique de Napoléon à Longwood House, le temps semblait suspendu. Dr Kovacs et ses 2 acolytes se tenaient dans l'encadrement de la porte, leurs silhouettes découpées contre la lumière du corridor. Sophie serrait toujours les précieuses lettres codées contre elle, tandis que Marie-Claire dissimulait discrètement le coffret métallique derrière son dos. Pierre Bonaparte, répéta lentement Kovacs, un sourire énigmatique aux lèvres. Je me doutais bien que vous n'étiez pas qu'un simple historien. La façon dont vous déchiffriez certains codes. Seul un initié pouvait avoir cette connaissance. Pierre se redressa, une nouvelle assurance émanant de lui maintenant que son secret était révélé. Et vous, docteur Kovacs, qui êtes-vous réellement? Certainement pas un historien hongrois. L'homme fit un pas dans la pièce, ses chaussures italiennes crissant sur le plancher ancien. Disons que je représente des intérêts qui souhaitent que certains secrets restent enterrés. Sophie observait la scène, son esprit analytique cherchant désespérément une issue. La révélation de Pierre changeait tout. Un Bonaparte vivant, ici, sur les traces du trésor de son illustre ancêtre. Pourquoi nous avoir caché cela, demanda-t-elle à Pierre, une pointe de trahison dans la voix. Nous travaillons ensemble depuis des mois. Pierre se tourna vers elle, ses yeux emplis de regret. Ma famille porte ce fardeau depuis 2 siècles, Sophie. Nous sommes les gardiens d'un secret qui pourrait changer l'histoire telle que nous la connaissons. Ce n'est pas seulement un trésor matériel que Napoléon a caché ici. Marie-Claire, qui n'avait pas bougé, sentit soudain son médaillon devenir chaud contre sa peau. Une pensée la frappa. Le médaillon de mon arrière-grand-père. Murmura-t-elle. Il était l'un des gardiens, n'est-ce pas? Pierre hocha lentement la tête. Louis Dubois. Il était l'un des plus fidèles.
Quand Napoléon a compris qu'il ne quitterait jamais Sainte-Hélène, il a mis en place un réseau de gardiens. Des hommes et des femmes de confiance, chargés de protéger non pas son or ou ses bijoux, mais quelque chose de bien plus précieux. Kovacs fit un autre pas en avant, ces hommes se déployant silencieusement dans la pièce. Des documents qui pourraient ébranler les fondements de plusieurs nations européennes, dit-il. Des secrets diplomatiques, des alliances cachées, des vérités qui devaient rester enfouies. Sophie regarda les lettres qu'elle tenait. Les codes dans les marges prenaient soudain un nouveau sens. Ce ne sont pas des indications pour un trésor matériel, réalisa-t-elle. Ce sont des clés pour comprendre les documents cachés. Les Bonaparte ont toujours su où se trouvaient ces documents, continua Pierre, sortant son vieux carnet. Mais nous avions besoin d'autres éléments pour y accéder. Le médaillon de Marie-Claire en est un. Les codes que vous avez découverts, Sophie, en sont un autre. À l'extérieur, le soleil montait dans le ciel de Sainte-Hélène, projetant des ombres mouvantes à travers les fenêtres du bureau. Le temps pressait. Dans moins d'une heure, les premiers touristes commenceraient à visiter Longwood House. Mes employeurs sont patients, dit Kovacs, mais pas éternellement. Nous pouvons trouver un arrangement qui satisfera tout le monde. Une découverte historique contrôlée, des révélations, mesurées. Marie-Claire serra plus fort le coffret métallique. Et si nous refusons? Le sourire de Kovacs s'évanouit. Alors nous le prendrons de force. Ces secrets appartiennent à ceux qui ont le pouvoir de les protéger. Pierre ouvrit son carnet, en sortit une vieille photographie jaunie. Mon grand-père a pris cette photo en 1912, dit-il. Elle montre l'entrée d'un réseau de tunnels sous Longwood House. Des tunnels que les Britanniques n'ont jamais découverts. Sophie s'approcha pour examiner la photo. Les formations rocheuses correspondaient exactement au relevé géologique que Marie-Claire avait effectué la veille. Il y a une autre sortie, murmura Marie-Claire, comprenant soudain. Dans la cave. Kovacs dut percevoir quelque chose dans leur échange, car il fit un geste brusque vers ses hommes. Ne les laissez pas quitter cette pièce. Mais Sophie avait déjà commencé à bouger. D'un geste fluide, elle lança les lettres codées en l'air, créant une diversion momentanée. Pierre renversa le lourd bureau de Napoléon, bloquant temporairement le passage, tandis que Marie-Claire, le coffret serré contre elle, se précipitait vers la porte dérobée qu'ils avaient découverte plus tôt. Les événements s'enchaînèrent rapidement. Des cris résonnèrent dans le corridor, le bruit sourd de pas précipités sur le plancher ancien. Sophie sentit une main agripper son bras, mais se dégagea d'un mouvement brusque. Le médaillon de Marie-Claire brillait d'une lueur étrange, comme s'il réagissait à la présence des secrets enfouis depuis si longtemps. « Par ici !» cria Pierre, ouvrant un passage dans les boiseries que même lui ne semblait pas connaître. Un courant d'air frais monta des profondeurs de la maison. Ils s'engouffrèrent dans l'ouverture, le cœur battant. Derrière eux, la voix de Kovacs résonnait, donnant des ordres dans une langue qui n'était définitivement pas le hongrois. L'étroit passage les conduisit dans une descente vertigineuse à travers les entrailles de Longwood House. L'air devenait plus frais, plus humide. Marie-Claire, en tête grâce à son expérience de spéléologue, les guidait dans l'obscurité à l'aide de la faible lumière de son téléphone. Ces tunnels, dit-elle entre deux respirations haletantes, ils suivent parfaitement les failles naturelles de la roche. Napoléon devait avoir des géologues parmi ses fidèles. Mon ancêtre a passé des années à planifier tout ceci, confirma Pierre. Même en exil, même surveillé en permanence, il tissait sa toile. Sophie, qui fermait la marche, entendait les échos de leurs poursuivants qui se répercutaient dans les tunnels. Que contient ce coffret, Pierre? Qu'est-ce qui justifie tout ceci? Il y eut un moment de silence, uniquement ponctué par le bruit de leurs pas et les gouttes d'eau qui tombaient des voûtes de pierre. La vérité sur l'Empire, répondit finalement Pierre. Pas celui que les livres d'histoire décrivent, mais celui que Napoléon avait vraiment imaginé. Des plans pour une Europe unifiée, des réformes sociales révolutionnaires pour l'époque, des alliances secrètes qui auraient pu changer le cours de l'histoire. Et certains préféreraient que ces vérités restent enterrées, compléta Marie-Claire, comprenant soudain l'ampleur de leur découverte. Le tunnel déboucha brusquement dans une caverne naturelle. La lumière du jour filtrait par une fissure dans la roche, révélant des caisses en bois empilées contre les murs. Sur chacune d'elles, le sceau impérial était encore visible. Mon Dieu, souffla Sophie. C'était là depuis tout ce temps. Mais ils n'eurent pas le temps d'explorer davantage. Des bruits de pas se rapprochaient rapidement. Il y a une sortie de l'autre côté, dit Marie-Claire, son médaillon brillant plus intensément que jamais. Elle mène aux falaises.
Pierre regardait les caisses avec une expression douloureuse. Tout l'héritage de ma famille. Nous reviendrons, promit Sophie, l'attrapant par le bras. Mais pas maintenant. La course contre la montre. L'aube s'était complètement levée sur Sainte-Hélène, baignant les falaises escarpées d'une lumière dorée. Sophie, Pierre et Marie-Claire se tenaient au bord d'un précipice, le souffle court après leur fuite précipitée des tunnels sous Longwood-House. Le coffret métallique, maintenant couvert de poussière, reposait entre eux comme un témoin silencieux de leur découverte. Nous ne pouvons pas rester ici, dit Pierre, scrutant l'horizon. Kovacs et ses hommes trouveront bientôt un autre chemin pour sortir des tunnels. Son visage portait encore les traces de l'émotion qui l'avait submergé en révélant sa véritable identité de Bonaparte. Marie-Claire sortit une petite boussole de sa poche et examina leur position. Il y a un ancien sentier de pêcheurs qui descend jusqu'à la côte, dit-elle. Je l'ai repéré lors de mes relevés géologiques. Nous pourrons nous y cacher temporairement. Sophie regardait fixement le coffret qu'ils avaient récupéré. Nous devons l'ouvrir, dit-elle. Les réponses que nous cherchons sont peut-être à l'intérieur. Le vent marin soufflait avec force, portant avec lui l'odeur salée de l'océan et le cri lointain des oiseaux marins. Pierre s'agenouilla près du coffret, son visage grave reflétant le poids de son héritage. Ce n'est pas aussi simple, dit-il, passant ses doigts sur les ornements complexes qui décoraient le métal terni. Les Bonaparte ont toujours su que ce coffret existait, mais son ouverture nécessite plus qu'une simple clé. Marie-Claire s'approcha, son médaillon se balançant doucement à son cou. À la lumière du soleil levant, les gravures sur le bijou semblaient danser. Ces motifs, murmura-t-elle, ils correspondent à ceux du coffret. Des voix lointaines leur parvinrent depuis la direction de Longwood-House. Le temps pressait. Par ici, dit Marie-Claire, les guidant vers un sentier étroit qui serpentait le long de la falaise. La descente était périlleuse, le chemin à peine visible sous la végétation qui avait poussé au fil des décennies. Alors qu'il progressait prudemment, Pierre commença à parler, sa voix à peine audible par-dessus le bruit des vagues qui s'écrasaient contre les rochers en contrebas. Mon père m'a raconté que Napoléon avait créé un système complexe de protection pour ses secrets les plus importants, dit-il. Pas seulement des documents compromettants, mais des plans, des idées, des visions pour l'avenir qui étaient trop en avance sur leur temps. Sophie, qui fermait la marche, réfléchissait intensément. Les codes dans les lettres, dit-elle, ils ne pointaient pas vers un lieu unique, n'est-ce pas? Ils font partie d'un puzzle plus vaste. Pierre acquiesça. Exactement. Le trésor de Napoléon n'est pas concentré en un seul endroit. Il est dispersé sur toute l'île, protégé par différents mécanismes, différents gardiens. Ils atteignirent une petite grotte naturelle, invisible depuis le haut de la falaise. Marie-Claire l'inspecta rapidement. C'est sûr, dit-elle. Nous pouvons nous y arrêter un moment. À l'intérieur de la grotte, l'air était plus frais, et le bruit des vagues créait une étrange résonance. Sophie sortit les lettres codées qu'elle avait réussi à sauver, les étalant sur le sol rocheux. Pierre posa délicatement le coffret au centre de leur cercle improvisé. Le médaillon, dit Marie-Claire, le retirant de son cou. Mon arrière-grand-père me l'a légué avec un message cryptique, quand le temps viendra, la clé trouvera sa serrure. Elle approcha le médaillon du coffret, et soudain, quelque chose se produisit. Un mécanisme ancien s'enclencha avec un clic distinct. Des rainures jusqu'alors invisibles apparurent sur la surface du coffret, formant un motif complexe. C'est une séquence, murmura Sophie, étudiant attentivement les marques. Regardez, elles correspondent aux symboles dans les marges des lettres. Pierre sortit son carnet familial, tournant frénétiquement les pages jaunies. Il y a des notes ici, des indices transmis de génération en génération. Mais certaines pages manquent. Arrachées, demanda Sophie. Non, répondit Pierre, son visage s'assombrissant. Caché. Ma famille a délibérément séparé les informations pour plus de sécurité. Marie-Claire, qui examinait toujours le coffret, remarqua quelque chose. Ces marques ici, elles ressemblent aux formations rocheuses que j'ai cartographiées hier. Il y a un motif qui se répète. Sophie s'approcha pour mieux voir. Les lettres de Napoléon, il décrivait ces formations dans certains passages qui semblaient anodins. Mais en réalité, il cartographiait l'île, compléta Pierre, créant un système de navigation basé sur la géologie naturelle de Sainte-Hélène. Un bruit de pierre qui roule les fit tous sursauter. Quelque part au-dessus d'eux, des voix se rapprochaient. Ils ont trouvé le sentier, chuchota Marie-Claire, rangeant rapidement son médaillon. Sophie rassembla les lettres tandis que Pierre sécurisait le coffret.
Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la grotte, leur seule lumière provenant de leur téléphone. Il doit y avoir une autre sortie, dit Marie-Claire, examinant les parois. Ces grottes font partie d'un réseau plus vaste. J'en suis certaine. Pierre consultait son carnet à la lueur tremblante de son téléphone. Mon grand-père mentionne des tunnels naturels, utilisés par les pêcheurs pendant des siècles. Le faisceau de la lampe de Marie-Claire révéla soudain une ouverture étroite, à peine visible derrière un rideau de stalactites. Par là, dit-elle. L'air est plus frais dans cette direction. Ils s'engagèrent dans le passage, le cœur battant. Les parois se resserraient par endroits, les obligeant à progresser en file indienne. L'air était chargé d'humidité, et des gouttes d'eau tombaient régulièrement du plafond rocheux. Ces tunnels, murmura Marie-Claire, ils suivent une faille géologique majeure. Ils pourraient nous mener n'importe où sur l'île. Sophie, qui suivait de près, remarqua des marques sur les parois. Regardez, dit-elle, dirigeant la lumière de son téléphone vers les gravures. Ces symboles, ils ressemblent à ceux des lettres. Pierre s'arrêta brusquement. Ce ne sont pas des marques aléatoires, dit-il, sa voix trahissant son excitation. C'est un système de navigation. Mon ancêtre a utilisé ces tunnels naturels, les transformant en un réseau secret de passage. Un bruit sourd résonna derrière eux, suivi d'éclats de voix. Ils sont dans les tunnels, chuchota Sophie. Marie-Claire accéléra le pas, les guidant à travers un dédale de passage. Son médaillon semblait vibrer légèrement, comme s'il réagissait à quelque chose dans les profondeurs de la terre. Le coffret, dit soudain Pierre. Les symboles, ils indiquent une direction précise. Ils s'arrêtèrent un instant, examinant les marquages à la lumière de leur téléphone. Les voix derrière eux se rapprochaient inexorablement. Là, dit Sophie, pointant une série de symboles particulières. Ces marques correspondent exactement à celles des lettres. Elles indiquent l'Ouest, compléta Marie-Claire. Vers les anciennes fortifications britanniques. Ils reprirent leur progression, plus déterminés que jamais. Le tunnel s'élargit progressivement, et l'air devint plus frais. Au loin, ils pouvaient apercevoir une faible lueur. Une sortie, murmura Pierre. Mais alors qu'ils approchaient de la lumière, un nouveau bruit les fit s'arrêter net. Des voix, devant eux cette fois. Ils nous ont encerclés, dit Sophie, son cœur battant la chamade. Marie-Claire éteignit sa lampe, les plongeant dans l'obscurité. Dans le silence qui suivit, ils pouvaient entendre le bruit distant de l'océan. Il y a toujours un autre chemin, murmura-t-elle, son médaillon brillant faiblement dans l'obscurité. Les secrets de Napoléon ont survécu 2 siècles. Ils ne peuvent pas se terminer ici. Sophie serra les lettres codées contre elle, sentant leur poids historique. Pierre tenait fermement le coffret, l'héritage de sa famille entre ses mains. Et Marie-Claire, son médaillon guidant leur chemin, cherchait déjà une autre issue. Dans les profondeurs de Sainte-Hélène, entourée par l'histoire et poursuivie par ceux qui voudraient la réécrire, ils n'avaient qu'une certitude, les secrets de l'empereur n'avaient pas fini de livrer leur mystère. Les gardiens de l'histoire. L'obscurité des tunnels semblait plus oppressante que jamais. Sophie, Pierre et Marie-Claire se trouvaient pris entre 2 groupes de poursuivants, leur seule source de lumière provenant du faible éclat de leur téléphone et de l'étrange lueur du médaillon de Marie-Claire. Le bruit de l'océan résonnait quelque part dans les profondeurs de la roche, comme un rappel distant de la liberté qui les attendait. Il doit y avoir une autre issue, murmura Sophie, ses doigts parcourant les parois humides du tunnel. Ces passages ont été utilisés pendant des siècles. Marie-Claire ferma les yeux un instant, comme pour mieux se concentrer. Son médaillon émettait des pulsations de lumière de plus en plus régulières. Le courant d'air, dit-elle soudainement. Il ne vient pas seulement de l'entrée devant nous. Il y a une autre ouverture. Pierre consultait frénétiquement son carnet familial, les pages jaunies à peine visibles dans la pénombre. Les notes de mon grand-père mentionnent un réseau complexe de tunnels. Certains créés par la nature, d'autres modifiés par l'homme, compléta Sophie, dirigeant la lumière de son téléphone vers une section particulière de la paroi. Des marques distinctes étaient visibles dans la roche, trop régulières pour être naturelles. Les voix se rapprochaient des 2 côtés, l'écho les rendant difficiles à localiser précisément. Marie-Claire s'approcha de la paroi marquée, son médaillon brillant plus intensément. Ces marques, dit-elle, elles forment un motif similaire à celui du coffret. Ses doigts experts suivirent les lignes gravées dans la pierre. C'est comme une carte en relief. Sophie sortit rapidement les lettres codées, les comparant aux marques murales. Les symboles correspondent, dit-elle avec excitation.
Napoléon n'a pas seulement utilisé ces tunnels, il les a cartographiés dans ses lettres. Un bruit de pierre qui roule les fit sursauter. Les voix étaient maintenant clairement audibles. Par ici, chuchota Marie-Claire, guidant ses compagnons vers une fissure à peine visible dans la paroi. Le courant d'air vient de là. Le passage était étroit, presque trop pour qu'il puisse s'y faufiler. Pierre, le coffret serré contre lui, passa en premier, suivi de Sophie avec les précieuses lettres. Marie-Claire fermait la marche, son médaillon éclairant faiblement leur progression. À mesure qu'ils avançaient, le passage s'élargissait progressivement. L'air devenait plus frais, et le bruit de l'océan plus distinct. Soudain, ils débouchèrent dans une caverne naturelle qui leur coupa le souffle. La salle était immense, son plafond se perdant dans l'obscurité. Des stalactites et des stalagmites créaient des formations fantastiques, et au centre. « Mon Dieu !» souffla Sophie. Devant eux se dressaient des caisses en bois, parfaitement préservées, portant le sceau impérial. Elles étaient disposées en cercle concentrique autour d'une structure centrale qui ressemblait à un petit autel de pierre. « C'est impossible » murmura Pierre, s'approchant des caisses avec révérence. « Ces caisses, elles sont exactement comme celles décrites dans les journaux de mon grand-père. » Marie-Claire s'avança vers l'autel central, son médaillon pulsant maintenant d'une lumière vive. « Regardez, dit-elle, pointant des inscriptions gravées dans la pierre. Ce ne sont pas que des décorations. C'est un mécanisme. » Sophie examina rapidement les inscriptions, comparant les symboles avec ceux des lettres. « C'est le même code, confirma-t-elle. Mais il y a quelque chose de différent, comme si c'était une version plus ancienne. » Pierre posa délicatement le coffret sur l'autel. Immédiatement, des rainures jusqu'alors invisibles s'illuminèrent faiblement dans la pierre, comme si elles répondaient à la présence de l'artefact. « Les gardiens, dit-il doucement. Chaque génération a ajouté sa propre protection, sa propre couche de secret. » Marie-Claire retira son médaillon et l'approcha du coffret. Les rainures lumineuses s'intensifièrent, formant un motif complexe qui s'étendait du centre de l'autel jusqu'aux caisses environnantes. « C'est une séquence, dit Sophie, étudiant le motif. Chaque ligne, chaque symbole raconte une partie de l'histoire. » Un grondement sourd résonna soudain dans la caverne. Des pierres commencèrent à tomber du plafond. « Le mécanisme a déclenché quelque chose » cria Marie-Claire par-dessus le bruit. « Nous devons faire vite. » Pierre ouvrit son carnet à une page particulière. « Il y a une prophétie, dit-il rapidement. Transmise dans ma famille de génération en génération. Quand les trois clés seront réunies, le sang des Bonaparte, la mémoire des fidèles, et la sagesse des chercheurs, alors seulement la vérité sera révélée. » Sophie regarda les lettres codées, puis le médaillon, et enfin le coffret. « Nous sommes les trois clés, réalisa-t-elle. Vous, Pierre, avec votre héritage Bonaparte. Marie-Claire, avec le médaillon de son arrière-grand-père, l'un des fidèles. Et moi. Avec votre découverte des codes, compléta Pierre. Ensemble, nous pouvons ouvrir le coffret. » Le grondement s'intensifiait. Des voix résonnaient maintenant dans les tunnels environnants. Marie-Claire plaça son médaillon dans une encoche de l'autel pendant que Sophie alignait les symboles des lettres avec ceux gravés dans la pierre. Pierre, les mains tremblantes, manipulait le coffret selon les instructions transmises par sa famille. Un déclic se fit entendre, à peine audible par-dessus le chaos environnant. Le coffret s'ouvrit lentement, révélant son contenu. À l'intérieur, ils découvrirent non pas de l'or ou des bijoux, mais des documents soigneusement préservés. Des plans, des lettres, des manifestes, la véritable vision de Napoléon pour l'avenir. Ces documents, dit Pierre, les parcourant rapidement, ils contiennent des idées révolutionnaires pour l'époque. Des projets de réforme sociale, des plans pour une Europe unifiée, des concepts qui étaient des siècles en avance sur leur temps. Sophie examinait une série de lettres particulières. Ces correspondances, elles révèlent des alliances secrètes, des accords qui n'ont jamais été rendus publics. Et qui pourraient encore avoir des répercussions aujourd'hui, ajouta Marie-Claire, comprenant soudain pourquoi des hommes comme Kovacs étaient prêts à tout pour mettre la main sur ces documents. Le bruit de pas se rapprochait inexorablement. Des faisceaux de lumière dansaient maintenant sur les parois de la caverne. « Nous devons protéger ces documents, dit Sophie, commençant à les rassembler. » Pierre regardait les caisses environnantes avec un mélange de regret et de détermination. « Il y en a d'autres ? Tellement d'autres secrets à découvrir. » Marie-Claire, qui surveillait les entrées de la caverne, se retourna brusquement. « Nous reviendrons, dit-elle avec conviction. Mais pour l'instant, nous devons mettre ces documents en sécurité. »
Sophie remarqua une ouverture dans la paroi opposée, à peine visible derrière une formation rocheuse. Par là, dit-elle. L'air est plus frais dans cette direction. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, les documents précieusement protégés, le médaillon de Marie-Claire émit une dernière pulsation de lumière. L'autel de Pierre commença à s'enfoncer dans le sol, et un grondement plus fort que les précédents secoua la caverne. Le système de protection s'active, cria Pierre par-dessus le vacarme. La salle va être scellée. Ils se précipitèrent vers l'ouverture, le cœur battant. Derrière eux, ils pouvaient entendre les cris de frustration de leurs poursuivants alors que les passages se refermaient un à un. Le tunnel déboucha finalement sur une petite crique isolée, battue par les vagues de l'océan Atlantique. L'aube pointait à l'horizon, teintant le ciel de rose et d'or. Sophie serra les documents contre elle, encore incrédule face à leur découverte. Pierre regardait vers Longwood-House, à peine visible au sommet des falaises, pensant à l'héritage de sa famille qu'il venait enfin de comprendre pleinement. Et Marie-Claire, son médaillon maintenant silencieux autour de son cou, scrutait l'horizon avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Ce n'est que le début, dit-elle doucement. N'est-ce pas? Pierre hocha la tête. Ces documents ne sont qu'une partie du puzzle. Il y a d'autres caches, d'autres secrets. Et d'autres personnes qui les recherchent, ajouta Sophie, pensant à Kovacs et ses mystérieux employeurs. Le soleil se levait maintenant complètement sur Sainte-Hélène, illuminant l'île qui avait gardé les secrets de Napoléon pendant 2 siècles. Pour Sophie, Pierre et Marie-Claire, une nouvelle quête commençait, non plus seulement pour découvrir un trésor, mais pour protéger une vérité qui pourrait changer leur compréhension de l'histoire. Le prix de la vérité. Confrontation et choix. L'air était devenu soudainement plus lourd dans la caverne, chargé non seulement d'humidité mais aussi d'une tension palpable qui semblait s'infiltrer dans les moindres recoins de la roche. Les gouttes d'eau qui tombaient du plafond résonnaient comme un métronome sinistre, ponctuant chaque seconde de ce moment critique. Sophie sentit un frisson parcourir son échine, non pas à cause du froid qui régnait dans ses profondeurs, mais en raison de la menace bien réelle qui venait de faire son apparition. 3 hommes armés se tenaient devant eux, leurs silhouettes se découpant dans la pénombre comme des ombres menaçantes. Leurs armes, des pistolets modernes dont les canons luisaient faiblement dans la lumière vacillante des lampes, étaient pointés sur le petit groupe avec une précision inquiétante. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Sophie, ce fut leur chef, un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume 3 pièces impeccable qui semblait complètement déplacé dans cet environnement souterrain. Jacques Bonaparte, la voix de Pierre était chargée d'une amertume que Sophie ne lui avait jamais entendue auparavant. « Mon cher cousin. Je me doutais bien que nos chemins finiraient par se croiser ici. » Le dénommé Jacques esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, des yeux d'un bleu glacial qui rappelaient étrangement ceux des portraits de l'empereur. Il s'avança d'un pas, ses chaussures italiennes crissant sur le sol rocailleux. « Pierre, Pierre, Pierre. Toujours à jouer les professeurs idéalistes. Tu n'as donc rien appris de nos discussions familiales ?» Marie-Claire fit un mouvement imperceptible vers son sac, mais l'un des hommes armés raffermit sa prise sur son arme, la dissuadant de poursuivre. Sophie observait la scène avec une attention accrue, son esprit analytique cherchant désespérément une issue à cette situation périlleuse. « Le trésor appartient à la famille, » déclara Jacques d'une voix qui résonna contre les parois de la caverne. « Il n'a jamais été destiné à être exposé dans un musée ou disséqué par des universitaires. Ces secrets sont les nôtres, transmis de génération en génération. » Sophie ne put se contenir plus longtemps. Faisant un pas en avant, ignorant le geste d'avertissement de Pierre, elle affronta le regard de Jacques. Ces documents, ces artefacts, ils appartiennent à l'histoire. Pas à une famille, aussi illustre soit-elle. Pensez-vous vraiment que Napoléon aurait voulu que ses dernières pensées, ses ultimes réflexions, restent enfermées dans une caverne pendant des siècles? Un rire sec échappa à Jacques. Ah, docteur Deschamps. Votre réputation vous précède. La brillante archéologue, toujours en quête de vérité historique. Mais que savez-vous réellement des implications de ce que nous avons protégé ici? Pierre s'interposa, sa voix prenant un ton plus conciliant. Jacques réfléchit un instant. Nous avons tous les deux grandi avec les histoires de ce trésor, les légendes transmises lors des réunions familiales. Mais as-tu jamais pensé que peut-être, le plus grand service que nous puissions rendre à la mémoire de notre ancêtre serait justement de partager sa véritable histoire avec le monde? L'eau continuait de goutter, créant des cercles concentriques dans les petites flaques qui parsemaient le sol de la caverne. Marie-Claire, qui était restée silencieuse jusqu'alors, profita de cet instant pour glisser discrètement sa main vers son cou, où pendait son médaillon.
Ses doigts effleurèrent le métal froid, sentant les gravures familières sous ses doigts. « Vous parlez de vérité, reprit Jacques, commençant à faire les 100 pas dans l'espace restreint, mais êtes-vous prêt à assumer les conséquences de cette vérité? Ces documents ne contiennent pas que des mémoires innocentes ou des réflexions philosophiques. Ils renferment des secrets qui pourraient ébranler des fondations politiques, remettre en question des alliances séculaires. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. Les implications de ces paroles étaient vertigineuses. C'est précisément pour cela que ces documents doivent être étudiés, analysés avec soin par des experts. L'histoire n'est pas figée, Jacques. Elle évolue avec chaque nouvelle découverte, chaque nouveau témoignage qui émerge du passé. L'un des hommes armés s'agita nerveusement, jetant des regards inquiets vers l'entrée du tunnel. Des bruits lointains semblaient indiquer que d'autres personnes approchaient. Jacques leva une main pour l'apaiser, son attention toujours fixée sur le groupe devant lui. « Savez-vous ce que ces caisses contiennent réellement » demanda-t-il, s'approchant de l'une d'elles. « Des documents qui révèlent des complots, des trahisons au plus haut niveau. Des noms de familles encore puissantes aujourd'hui, des accords secrets qui ont façonné l'Europe moderne. Ce n'est pas qu'une simple question d'histoire académique. » Marie-Claire, qui s'était rapprochée imperceptiblement d'une des caisses, prit enfin la parole. Sa voix était calme, presque détachée, comme si elle parlait d'une simple observation géologique. Mon arrière-grand-père était l'un des gardiens, vous savez. Il m'a transmis ce médaillon sur son lit de mort, mais ce n'est pas tout ce qu'il m'a légué. Cette révélation sembla déstabiliser Jacques pendant un bref instant. Ses yeux se fixèrent sur le médaillon qui brillait faiblement à la lumière des lampes. « Impossible, murmura-t-il. La lignée des gardiens s'était éteinte. »« Les apparences sont parfois trompeuses, répondit Marie-Claire. Tout comme ce trésor que vous cherchez tant à protéger. Mon arrière-grand-père m'a appris que la vraie valeur d'un secret ne réside pas dans sa dissimulation, mais dans la sagesse de savoir quand le révéler. » Pendant qu'elle parlait, ses doigts jouaient avec le médaillon, et Sophie remarqua que certaines gravures sur celui-ci correspondaient étrangement aux marques présentes sur les caisses. Une intuition la frappa soudain, une de ces illuminations qui n'arrivent qu'aux moments les plus critiques. Les gardiens, commença-t-elle lentement, n'étaient pas uniquement là pour protéger le secret, n'est-ce pas? Ils attendaient le bon moment, les bonnes personnes. Pierre hocha la tête, une compréhension nouvelle illuminant son visage. Bien sûr. Napoléon ne voulait pas que ces documents restent cachés pour toujours. Il voulait qu'ils soient découverts quand le monde serait prêt à en comprendre la portée. Jacques semblait de plus en plus agité, son masque de confiance se fissurant légèrement. Vous ne comprenez pas. Notre famille a sacrifié des vies pour protéger ce secret. Des générations entières ont consacré leur existence à sa préservation. Et peut-être que le plus grand hommage que nous puissions leur rendre est d'accomplir enfin leur mission, répondit Sophie. Non pas de garder le secret, mais de le révéler au moment opportun. Les bruits dans le tunnel se rapprochaient. Des voix étouffées et des bruits de pas résonnaient maintenant clairement. Jacques jeta un regard nerveux par-dessus son épaule, puis reporta son attention sur le groupe. Marie-Claire profita de cet instant de distraction pour faire glisser son médaillon vers la serrure d'une des caisses. Le métal ancien sembla réagir au contact, un léger cliquetis résonnant dans la caverne. « Arrêtez !» cria Jacques, mais il était trop tard. Le médaillon s'était parfaitement emboîté dans la serrure, comme une clé attendant depuis 2 siècles ce moment précis. Une série de mécanismes s'enclencha, le bruit se répercutant contre les parois de la caverne. Les hommes armés, surpris, pointèrent leurs armes dans toutes les directions, ne sachant plus quelle menace privilégier. « C'est fini, Jacques, dit Pierre doucement. Le temps du secret est révolu. Ces documents ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à l'histoire. » Les voix dans le tunnel étaient maintenant tout proches. Jacques regarda alternativement la caisse qui commençait à s'ouvrir, son cousin, et l'entrée du tunnel. Pour la première fois, son assurance semblait complètement ébranlée. Sophie s'approcha de lui, ignorant les armes toujours pointées dans sa direction. « Vous pouvez encore faire le bon choix. Être celui qui a permis au monde de découvrir la vérité, plutôt que celui qui a tenté de la garder enfermée. » Un long moment passa, ponctué uniquement par le bruit des mécanismes qui continuaient de fonctionner et l'écho des pas qui approchaient. Puis, lentement, Jacques baissa son arme. Ces hommes, après un moment d'hésitation, l'imitèrent. « Peut-être, dit-il finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, peut-être que le temps est vraiment venu. Mais vous devez comprendre que certaines vérités ont un prix. Un prix que nous devrons tous payer. » Alors que les premiers rayons de lumière provenant des lampes des nouveaux arrivants commençaient à éclairer l'entrée de la caverne,
le groupe se tenait devant la caisse qui s'ouvrait lentement, révélant son contenu préservé depuis 2 siècles. L'histoire était sur le point de changer, et ils en étaient tous les témoins privilégiés. Les documents qui allaient émerger de ces profondeurs allaient non seulement révéler des secrets longtemps gardés, mais aussi peut-être offrir une nouvelle perspective sur l'une des périodes les plus fascinantes de l'histoire de France. Le prix de la vérité était élevé, mais comme l'avait compris Jacques, certains secrets ne sont pas destinés à rester enterrés éternellement. Le véritable test ne faisait que commencer. Comment le monde allait-il accueillir ces révélations? Comment l'histoire allait-elle être réécrite? Ces questions restaient en suspens, mais une chose était certaine, rien ne serait plus jamais comme avant. Le véritable héritage. Le secret de l'empereur. Le médaillon glissa dans la serrure avec une précision parfaite, comme s'il avait été créé spécifiquement pour ce moment. Un silence pesant envahit la caverne alors que tous les regards se fixaient sur Marie-Claire, dont les mains tremblaient légèrement. Le clic qui suivit résonna contre les parois rocheuses, amplifié par l'acoustique naturelle de la grotte. Reculez, ordonna Jacques, son arme toujours pointée sur le groupe. Mais même lui ne put masquer la curiosité qui brillait dans ses yeux alors que le mécanisme ancien s'éveillait de son long sommeil. Un grondement sourd émana des profondeurs de la terre, faisant vibrer le sol sous leurs pieds. Des particules de poussière centenaire se détachèrent du plafond de la caverne, dansant dans les faisceaux de leurs lampes. Le bruit métallique d'engrenages rouillés mis en mouvement pour la première fois depuis des générations emplit l'espace confiné. C'est impossible, murmura Pierre, ses yeux écarquillés derrière ses lunettes. Les textes de famille mentionnaient un mécanisme, mais nous pensions qu'il avait été détruit lors des rénovations de 1858. La paroi rocheuse devant eux commença à se fendre, révélant une ligne verticale qui s'élargissait progressivement. L'air qui s'échappa de l'ouverture était chargé de l'odeur du temps, un parfum ancien de papier vieilli et de secrets longtemps préservés. Sophie s'avança instinctivement, mais Jacques la retint d'un geste brusque. « Je suis toujours armé, docteur Deschamps. Ne l'oubliez pas. Nous sommes tous ici pour la même chose, répondit-elle, sa voix calme mais ferme. La vérité historique. Ce moment dépasse nos querelles personnelles. » Le passage était maintenant complètement ouvert, révélant une petite chambre taillée dans la roche. Contrairement aux attentes de trésors étincelants, la pièce était austère, presque monacale dans sa simplicité. Des étagères en bois sombre couraient le long des murs, supportant des boîtes en fer soigneusement scellées et des documents protégés par des étuis en cuir. Marie-Claire dirigea le faisceau de sa lampe vers le centre de la pièce, où se dressait un simple bureau en acajou. Sur sa surface reposait un coffret de bois précieux, marqué de l'aigle impérial. Les sceaux sont intacts, observa Pierre, s'approchant malgré la menace des armes. Personne n'a ouvert cette chambre depuis. Depuis Napoléon lui-même, compléta Sophie, sa voix à peine plus qu'un murmure. Jacques fit un pas en avant, son arme légèrement abaissée. Mes hommes, surveillez les entrées. Personne d'autre ne doit nous rejoindre ici. Avec des précautions infinies, Sophie s'approcha du bureau. Ses mains, habituées à manipuler des documents historiques fragiles, tremblaient légèrement alors qu'elle examinait le coffret. Le mécanisme d'ouverture, il correspond au motif sur le médaillon de Marie-Claire. Marie-Claire s'avança à son tour, son médaillon toujours dans la main. Mon arrière-grand-père, il m'a toujours dit que ce bijou avait une importance particulière. Sur son lit de mort, il m'a fait promettre de le garder précieusement, en me disant qu'un jour, il révélerait sa véritable valeur. Le médaillon s'inséra parfaitement dans la serrure du coffret. Un nouveau clic, plus doux cette fois, et le couvercle se souleva légèrement. À l'intérieur, pas de joyaux de la couronne ni de richesse impériale. À la place, des liasses de documents soigneusement préservés, des carnets reliés en cuir, et plusieurs lettres encore scellées du cachet personnel de l'empereur. Sophie sortit délicatement le premier document. L'écriture, bien que pâlie par le temps, était indubitablement celle de Napoléon. Ses yeux parcoururent rapidement les premières lignes, et son visage s'illumina d'une émotion intense. Ce sont ses véritables mémoires, souffla-t-elle. Pas les versions officielles que nous connaissons, mais ses réflexions les plus intimes, écrites durant ses derniers jours à Sainte-Hélène. Pierre se pencha par-dessus son épaule, ses yeux experts en cryptographie repérant immédiatement des détails significatifs. Ces passages, ils sont écrits sans code, sans dissimulation. C'est Napoléon qui se livre complètement, sans la façade qu'il maintenait même dans ses écrits personnels connus. Jacques s'approcha à son tour, son arme maintenant complètement baissée. Lisez, ordonna-t-il doucement, une note de révérence dans la voix. Sophie commença à lire à haute voix, sa voix résonnant dans la chambre souterraine.
À celui qui découvrira ces pages, je lègue non pas l'héritage d'un empire, mais celui d'une réflexion. Ici, dans l'exil de Sainte-Hélène, j'ai enfin trouvé la clarté que le pouvoir m'avait dérobée. Les pages suivantes révélaient un Napoléon transformé par ses années d'exil. Les documents contenaient des plans détaillés pour des réformes qui n'avaient jamais vu le jour, un système éducatif révolutionnaire, des propositions pour une unification pacifique de l'Europe, des réflexions profondes sur les erreurs qui avaient mené à sa chute. Il y a des lettres adressées aux générations futures, nota Marie-Claire, examinant d'autres documents. Des avertissements sur les dangers de l'ambition démesurée, des conseils pour les futurs dirigeants. Pierre découvrit un autre dossier, rempli de croquis et de plans. Ces documents, ce sont des projets de réforme sociale qu'il n'a jamais pu mettre en œuvre. Des idées en avance sur leur temps. Jacques s'était assis sur une vieille chaise, son visage marqué par l'émotion. Toute ma vie, j'ai cherché ce trésor, imaginant des richesses matérielles, des secrets pouvant redonner le pouvoir à notre famille. Mais ceci, c'est bien plus précieux, compléta Sophie. C'est le témoignage d'un homme qui, dans ces derniers jours, a trouvé une sagesse qu'il n'avait jamais possédée au sommet de sa gloire. Les heures passèrent alors qu'ils examinaient méthodiquement chaque document. Les hommes de Jacques montaient toujours la garde, mais l'atmosphère de menace s'était dissipée, remplacée par un respect partagé pour l'importance historique de leur découverte. Marie-Claire trouva une lettre particulièrement touchante, adressée au futur gardien du trésor. Je confie ces écrits à la postérité, non pas pour justifier mes actes ou redorer mon image, mais pour partager les leçons que seule la défaite peut enseigner. La vraie grandeur d'une nation ne réside pas dans ses conquêtes militaires, mais dans sa capacité à élever ses citoyens, à promouvoir les arts et les sciences, à construire des ponts entre les peuples. Sophie, qui prenait des notes frénétiques, leva soudain les yeux. Ces documents vont complètement transformer notre compréhension de la période napoléonienne. Ce n'est pas seulement l'homme que nous découvrons ici, c'est toute une vision alternative de ce qu'aurait pu être l'Europe. Pierre hocha la tête, feuilletant un autre carnet. Les historiens ont toujours débattu de l'évolution de la pensée de Napoléon durant son exil. Ces documents apportent enfin des réponses concrètes. Jacques se leva lentement, rangeant définitivement son arme. Ces documents ne peuvent pas rester cachés. Ils appartiennent au monde entier. Mais leur préservation doit être assurée, ajouta Marie-Claire. Mon arrière-grand-père et les autres gardiens ont protégé ce secret pendant des générations pour une raison. Sophie se tourna vers Jacques. Votre famille et les institutions historiques pourraient collaborer. Ces documents méritent d'être étudiés, préservés, et partagés de manière responsable. Le descendant des Bonaparte acquiesça lentement. Peut-être est-ce là le véritable sens de notre héritage, non pas de posséder ces secrets, mais de les partager avec le monde quand le moment serait venu. Alors que l'aube approchait, ils commencèrent à organiser soigneusement les documents pour leur transport. Chaque page était manipulée avec un soin extrême, photographiée et cataloguée sur place. Il y a une dernière chose, dit Marie-Claire, sortant un document du fond du coffret. C'était une lettre, scellée différemment des autres, avec une note sur l'enveloppe, à ouvrir uniquement par ceux qui auront trouvé ce lieu par leur propre mérite. Les mains tremblantes, Sophie brisa délicatement le sceau. La lettre était courte, mais son contenu les laissa tous sans voix. Aux découvreurs de ce trésor. Si vous lisez ces mots, c'est que vous avez su déchiffrer les indices, comprendre les codes, et plus important encore, saisir que la vraie valeur ne réside pas dans l'or ou les pierreries. Le véritable trésor que je vous lègue est la sagesse acquise trop tard, les leçons apprises dans la solitude de l'exil, et l'espoir que les générations futures sauront éviter les pièges de l'ambition démesurée qui fut la mienne. Utilisez ces connaissances avec sagesse. L'histoire n'est pas un fardeau à porter, mais une lumière pour éclairer l'avenir. Napoléon Bonaparte. Sainte-Hélène, 1821. Le silence qui suivit cette lecture était chargé d'émotion. Dans cette chambre souterraine, témoignage silencieux de 2 siècles d'histoire, 4 personnes qui s'étaient rencontrées comme adversaires se trouvaient maintenant unies par une responsabilité commune. Nous sommes devenus les nouveaux gardiens, murmura Pierre, exprimant la pensée qui habitait chacun d'entre eux. Sophie acquiesça, rangeant précieusement la dernière lettre. Pas les gardiens d'un secret, mais les gardiens de la vérité. Une vérité qui appartient à tous. Alors qu'ils émergeaient des profondeurs de Sainte-Hélène, le soleil se levait sur l'océan, ses premiers rayons illuminant les falaises de l'île. Une nouvelle journée commençait, portant avec elle la promesse que l'histoire, parfois, réserve ses plus grandes révélations à ceux qui savent regarder au-delà des apparences. Le trésor de Napoléon avait enfin livré son secret, non pas dans l'éclat de l'or,
mais dans la sagesse des mots d'un empereur déchu qui, dans sa solitude, avait finalement trouvé la véritable richesse, celle de la compréhension et de la transmission aux générations futures. L'héritage préservé. Épilogue. Le grand amphithéâtre de la Sorbonne était plongé dans un silence respectueux. Un an jour pour jour après les découvertes de Sainte-Hélène, le docteur Sophie Deschamps se tenait devant l'assemblée la plus prestigieuse du monde académique. La salle était comble, historiens, chercheurs et diplomates s'étaient déplacés du monde entier pour cette présentation historique. Les vitraux centenaires projetaient des motifs colorés sur les murs de pierre, créant une atmosphère presque solennelle. Au premier rang, Pierre Lefebvre, ou plutôt Pierre Bonaparte, comme il était maintenant connu publiquement, ajustait ses lunettes avec un sourire discret. À ses côtés, Marie-Claire Dubois tenait inconsciemment son médaillon, ce même médaillon qui avait changé le cours de leur vie un an plus tôt. Sophie prit une profonde inspiration avant de commencer. Sur l'écran derrière elle, la première image montrait la caverne secrète de Sainte-Hélène, photographiée le jour de leur découverte. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, sa voix portant jusqu'au dernier rang de l'amphithéâtre, l'histoire n'est pas seulement une succession d'événements. Elle est aussi faite de moments de silence, de réflexions intimes, et parfois, de révélations inattendues. » Dans l'assistance, Jacques Bonaparte, désormais collaborateur actif du projet, hocha imperceptiblement la tête. L'année écoulée avait transformé leur rivalité initiale en une alliance fructueuse. Les documents que nous avons découverts à Sainte-Hélène, poursuivit Sophie, ne sont pas simplement des archives supplémentaires de l'ère napoléonienne. Ils représentent quelque chose de bien plus précieux, le témoignage d'un homme qui, face à sa propre mortalité, a trouvé la sagesse de remettre en question tout ce pourquoi il s'était battu. Les images défilaient derrière elle, pages manuscrites soigneusement préservées, croquis annotés, lettres jamais envoyées. Chaque document avait été minutieusement authentifié par les meilleurs experts internationaux. Dans ces derniers écrits, Napoléon nous livre une vision radicalement différente de celle que nous connaissions. Loin de l'empereur conquérant, nous découvrons un homme transformé par l'exil, qui développe une philosophie nouvelle du pouvoir et de la gouvernance. Elle fit apparaître à l'écran un extrait particulièrement saisissant. La vraie conquête, avait écrit Napoléon, n'est pas celle des territoires, mais celle des cœurs et des esprits. J'ai compris trop tard que la force des armes ne peut construire que des empires éphémères. Dans l'assistance, plusieurs historiens prenaient frénétiquement des notes. Ces révélations bouleversaient des décennies d'historiographie napoléonienne. Les plans de réforme que nous avons découverts, continua Sophie, témoignent d'une vision étonnamment moderne. Napoléon y détaille un système éducatif universel, des projets d'institutions démocratiques, et même des ébauches de ce qui ressemble étrangement à une première version de l'Union européenne. Elle marqua une pause, laissant l'information être assimilée par son auditoire. Dans les rangées, les murmures d'étonnement se mêlaient aux hochements de tête approbateurs. Mais la découverte la plus remarquable réside peut-être dans sa correspondance personnelle jamais envoyée. Ces lettres, adressées aux générations futures, révèlent un homme tourmenté par ses choix passés, déterminé à transmettre les leçons de ses erreurs. Marie-Claire se redressa légèrement dans son siège. Elle savait ce qui allait suivre. Sophie projeta l'image du médaillon, celui-là même qui avait ouvert la chambre secrète. Ce n'est pas un hasard si ces documents ont été protégés avec tant de soin. Une lignée de gardiens, dont certains descendants sont parmi nous aujourd'hui, a préservé ce secret pendant 2 siècles, attendant le moment propice pour sa révélation. Dans l'assistance, plusieurs regards se tournèrent vers Marie-Claire. Son histoire, celle de son arrière-grand-père et du médaillon, était devenue partie intégrante de cette découverte historique. Ces gardiens ont compris quelque chose d'essentiel, certaines vérités doivent mûrir avant d'être révélées. Le monde devait être prêt à entendre non pas le récit d'une gloire militaire, mais les réflexions d'un homme face à ses erreurs. Sophie fit défiler plusieurs extraits des mémoires secrets, s'arrêtant sur des passages particulièrement éloquents. Les mots de Napoléon, écrits dans la solitude de Sainte-Hélène, résonnaient avec une force nouvelle dans l'amphithéâtre. La postérité jugera peut-être mes actions avec plus de clémence que mes contemporains, mais ce n'est pas le pardon que je recherche. Je souhaite que mes erreurs servent de leçon, que ma chute devienne un enseignement pour ceux qui, dans l'avenir, seront tentés par l'ivresse du pouvoir absolu. Pierre se pencha vers Marie-Claire, murmurant quelque chose qui la fit sourire. Leur collaboration pendant cette année de recherche s'était transformée en une relation plus profonde, unissant 2 lignées autrefois séparées par l'histoire. Les implications de ces découvertes sont considérables, poursuivit Sophie. Elles nous obligent à reconsidérer non seulement la fin de l'Empire, mais aussi la nature même du pouvoir et de l'ambition politique.
Elle projeta ensuite une série de documents montrant l'avancement des travaux de préservation et d'études. Une équipe internationale avait été constituée, réunissant les meilleurs experts en conservation, en histoire et en analyse documentaire. Grâce à la collaboration entre institutions académiques et descendants de la famille Bonaparte, nous avons pu mettre en place un programme de conservation et d'études sans précédent. Ces documents ne sont pas traités comme de simples reliques historiques, mais comme des enseignements vivants pour notre époque. Dans une partie de l'amphithéâtre réservée aux diplomates, plusieurs représentants de l'Union européenne écoutaient avec une attention particulière. Les réflexions de Napoléon sur l'unification pacifique de l'Europe résonnaient étrangement avec les défis contemporains. Les plans de réforme que nous avons découverts sont remarquablement détaillés, continua Sophie, projetant des croquis à noter. Napoléon y développe des idées sur l'éducation universelle, la justice sociale, et même la protection de l'environnement, des concepts étonnamment modernes pour son époque. Elle s'arrêta sur un document particulièrement touchant, une lettre adressée aux futures générations de dirigeants politiques. Dans cette lettre, expliqua-t-elle, Napoléon met en garde contre les dangers de l'isolement du pouvoir. Il écrit, « Le plus grand péril pour un dirigeant n'est pas ses ennemis, mais la solitude de sa position. C'est dans l'isolement que naissent les plus grandes erreurs de jugement. » L'audience était suspendue à ses lèvres. Même ceux qui avaient initialement douté de l'authenticité des documents ne pouvaient nier leur profonde résonance avec les enjeux contemporains. Ces découvertes nous rappellent que l'histoire n'est pas figée. Elle continue de nous parler, de nous enseigner, si nous savons l'écouter avec humilité. Sophie projeta alors une image qui fit murmurer l'assistance, la photographie du bureau de Napoléon à Languedoc, prise le jour de leur découverte. Ce qui rend ces documents si précieux, ce n'est pas leur valeur historique ou leur rareté. C'est leur message universel sur la nature du pouvoir, de l'ambition, et de la sagesse qui vient parfois trop tard. Elle marqua une pause, balayant l'assemblée du regard. Dans les rangées, les visages étaient attentifs, captivés par cette nouvelle perspective sur l'un des personnages les plus étudiés de l'histoire. Aujourd'hui, nous ne sommes plus simplement les découvreurs ou les gardiens de ces documents. Nous sommes devenus les témoins d'une transformation remarquable, celle d'un empereur qui, dans la solitude de l'exil, est devenu un sage. Pierre et Marie-Claire échangèrent un regard complice. Leur quête avait commencé comme une chasse au trésor, mais elle s'était transformée en quelque chose de bien plus significatif. La fondation que nous avons créée, annonça Sophie, assurera non seulement la préservation de ces documents, mais aussi leur étude et leur diffusion responsable. Ces enseignements ne doivent pas rester confinés aux cercles académiques. Elle révéla alors le projet qui avait occupé une grande partie de leur année, un programme éducatif international, basé sur les réflexions de Napoléon à Sainte-Hélène. Ces documents nous rappellent que la grandeur d'une nation ne se mesure pas à l'étendue de son territoire ou à la puissance de ses armées, mais à sa capacité à apprendre de ses erreurs et à œuvrer pour le bien commun. Dans sa poche, Sophie serra doucement la clé du médaillon de Marie-Claire, devenu le symbole de leur engagement commun. Ce petit objet, qui avait ouvert la porte des secrets de Sainte-Hélène, représentait maintenant bien plus, la responsabilité de transmettre ces enseignements aux générations futures. En conclusion, dit-elle, sa voix portant une émotion contenue, le véritable trésor de Sainte-Hélène n'était pas fait d'or ou de pierres précieuses. C'était la sagesse d'un homme qui, ayant tout perdu, avait enfin trouvé l'essentiel, la compréhension de ce qui fait la vraie grandeur d'un dirigeant et d'une nation. Les applaudissements qui suivirent étaient sincères, prolongés. Dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, lieu de tant de débats historiques, une nouvelle page de l'histoire venait d'être écrite. Alors que la séance de questions commençait, Sophie échangea un regard avec ses compagnons au premier rang. Leur aventure avait commencé dans les falaises escarpées de Sainte-Hélène, mais elle se poursuivrait bien au-delà. Ils étaient devenus les gardiens non pas d'un secret, mais d'une vérité universelle. La sagesse vient parfois des endroits les plus inattendus, et les plus grandes leçons de l'histoire sont souvent celles qui nous enseignent l'humilité. Dans l'air chargé d'histoire de l'amphithéâtre, les mots de Napoléon, écrits 2 siècles plus tôt, résonnaient avec une force nouvelle. L'histoire n'est pas un fardeau à porter, mais une lumière pour éclairer l'avenir.